Alors, j'essaie de partager. Normalement, ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, par exemple, ou après avec votre micro. Anaïs et moi, on regardera les questions. Est-ce que c'est bon? Vous voyez en plein écran? Oui. OK. Du coup, alors, je me suis rendu compte en préparant cette présentation que finalement, parler de lecture critique d'articles, ça nécessite deux grands pans. Il y a besoin d'avoir des notions de méthodologie des études qui peuvent être présentées dans les articles, donc des notions d'épidémiologie. Donc, on ne va pas y couper, on va en parler. Et puis, ensuite, de savoir comment on écrivait un article, puisqu'un article s'écrit de façon standardisée, ce qui en facilite sa lecture. J'ai mis beaucoup de choses dans mes diapos. Vous allez voir, déjà, le plan est long. Il y a beaucoup de choses. Parfois, il y a pas mal de détails. Je ne raconterai pas tout le détail. Vous pourrez me poser des questions dessus si vous souhaitez, et vous pourrez y revenir sur les diapos a posteriori aussi si vous voulez, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout. Donc, on va parler d'épidémio, on va parler du choix des articles, de la forme d'un article, et ensuite, on va s'attaquer à chaque partie de l'article, c'est-à-dire à l'introduction, la méthodologie, les résultats, la discussion et la conclusion. Et puis, on va dire un mot sur, en pratique, comment on procède. Et je vais essayer d'étayer mon propos d'exemple au fur et à mesure. Après que Nathalie m'a demandé de préparer cette présentation sur la lecture critique d'articles, est sorti ce document, enfin même avant, mais je l'ai découvert après, qui s'adresse aux paramédicaux et qui est une méthodologie pour lire des articles scientifiques. Donc, à la rigueur, étant donné que j'ai vu que dans l'Assemblée, il y avait une majorité d'infirmières, je pourrais m'arrêter là, puis vous pourriez aller consulter ce document. Voilà, mais il est un petit peu long à lire et donc on va quand même faire une première revue ensemble de la lecture critique d'articles. Alors d'abord, à quoi ça sert la lecture critique d'articles scientifiques? L'objectif, c'est pas de prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous raconte et tout ce qu'on nous lit, pas de tout lire au pied de la lettre, mais c'est de savoir si un article, d'une part, est fiable. Est-ce que je peux faire confiance à ce qui est écrit? C'est pas parce qu'un article est écrit que les personnes qui ont mené l'étude l'ont bien mené ou qui ont écrit l'article l'ont bien écrit. Donc, est-ce que les informations qui sont présentes sont crédibles, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'elles sont utiles pour ma pratique? Est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce que c'est pertinent pour moi? Et donc, c'est une stratégie de lecture qui est systématisée, globale et standardisée, et qui est facilitée par le fait que la rédaction des articles est standardisée. Alors, tout d'abord, je vous avais dit qu'on n'échapperait pas à des notions d'épidémiologie. Je ne connais pas votre bagage en épidémiologie, donc on va reprendre certaines bases. Vous avez sur cette diapo la classification des grands types d'études épidémiologiques. Donc, suivant qu'il existe une intervention qui est contrôlée, qui est mise en œuvre par l'investigateur, on a deux grands types d'études, des études expérimentales ou d'observation. Quand il y a une intervention mise en œuvre par l'investigateur, le coup classique, c'est l'évaluation d'un traitement ou d'un vaccin. C'est une étude expérimentale, et suivant la façon dont elle est menée, on a deux autres types d'études. Donc, quand on met en œuvre une étude expérimentale, qui est une intervention, il y a forcément deux groupes qui vont être comparés, et suivant la façon dont sont constitués les groupes, est-ce qu'ils sont constitués de façon randomisée? Dans ce cas-là, on a affaire à une étude contrôlée randomisée. S'ils sont constitués d'une autre manière, l'étude est contrôlée non randomisée. On va y revenir.
Quand il n'y a pas d'intervention de l'investigateur, mais qu'on fait simplement une observation de ce qui existe dans la pratique clinique, sans modifier les pratiques, ce sont des études d'observation. Et là, à nouveau, on va s'intéresser, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un groupe de comparaison? Sinon, il n'y a pas de groupe de comparaison, il y a un seul groupe qu'on observe, c'est l'épidémiologie descriptive. Ensuite, on se demande, est-ce qu'il y a un suivi dans le temps de ce groupe unique? S'il n'y a pas de suivi dans le temps, ça veut dire qu'on fait une photographie à un instant donné d'un groupe, c'est l'enquête transversale, vous la connaissez. À partir de l'enquête transversale, on calcule un indicateur qui s'appelle la prévalence. Donc, classiquement, ce que vous connaissez, vous, le plus fréquent, c'est l'enquête nationale de prévalence. Une photo, un instant donné, de la population hospitalière, on va aller compter les infections nosocomiales. S'il y a eu un suivi dans le temps de ce groupe unique, c'est une enquête, c'est une étude de cohorte. Donc, on va les suivre, on suit un groupe au cours du temps et on va aller mesurer un événement qui survient ou pas au cours du temps, et on va calculer un indicateur qui s'appelle l'incidence. On calcule le nombre de nouveaux cas de maladies, d'événements indésirables, de l'événement qu'on mesure. Donc, dans une enquête transversale, on calcule une prévalence, dans une enquête de cohorte, on calcule une incidence. S'il y a un groupe de comparaison, donc on a deux groupes, on bascule dans le domaine de l'épidémiologie analytique. Ça va permettre de mettre en évidence, de mesurer l'existence d'une association entre une exposition et la survenue d'un événement. Suivant la façon dont sont constitués ces deux groupes, on va y revenir dans dans deux diapos suivantes, on aura affaire à une enquête cas témoin ou à une enquête de cohorte. Mais pour montrer qu'il y a un effet, une association entre deux événements, entre une exposition et un événement, on a besoin d'un groupe de comparaison. Et alors là, j'utilise tout de suite le premier exemple de cette présentation. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Didier Raoult qui nous a donné plein d'exemples utilisables dans la lecture critique d'articles. Et donc là, c'est un extrait du Monde. Donc, une des premières études qu'il avait publiées avait été critiquée par un groupe d'épidémiologistes. Et donc, il montrait l'efficacité de l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine sur le traitement du Covid. Donc, il montrait, en tout cas, il souhaitait montrer l'efficacité d'un traitement sur une maladie. Donc, une association. Marine, excuse-moi, tu as changé de diapo? Oui. Parce qu'on voit, moi j'ai toujours celle d'avant, les Non, types moi, je la d'études. vois. Ah bon, autant pour moi, c'est pas grave. Si vous n'avez pas le Monde en bas à droite, c'est que vous n'avez pas avancé. Toi, Anaïs, tu l'as? Ouais, moi c'est bon, ouais. D'accord. Bon, bah. Alors j'espère que ça a avancé pour la plupart d'entre vous. Donc ici, il souhaitait montrer l'effet d'un traitement sur une maladie, et dès lors qu'on souhaite montrer une association, là, entre un traitement et une maladie, il faut un groupe contrôle. Pas de groupe contrôle, pas d'association. Et donc, c'est ce qu'ont reproché les épidémiologistes qui ont critiqué cette étude. L'étude ne comprend pas de groupe contrôle, donc on ne peut pas prouver que c'est bien le traitement qui a eu, qui est à l'origine de l'effet sur la maladie. On revient, on s'arrête un instant sur les études cas témoins et les études de cohorte. Donc, pour rappel, études cas témoins et études de cohorte exposées non exposées, ce sont des études d'observation. L'investigateur n'effectue pas une intervention. Il y a un groupe de comparaison. Donc, on est dans le domaine de l'épidémiologie analytique. Et dans ces deux types d'études, l'objectif va être de montrer s'il existe ou pas une association entre une exposition et la survenue d'un événement. Donc là, je vous ai pris l'exposition, j'ai appelé ça exposé, non exposé. Pour l'événement mesuré, j'ai pris des malades, mais on aurait pu prendre un autre type d'événement. Donc là, j'ai pris la survenue d'une maladie. Et donc, dans les deux cas, dans les deux types d'études, à la fin du recueil des données, on est en mesure de constituer ce type de tableau qui s'appelle un tableau de contingence, où on va pouvoir répartir la population entre exposés, non exposés, et ici, malades, non malades.
Ce qui va différencier les études cas témoins des études de cohorte exposée non exposée, ça va être la façon dont on a constitué les groupes. Dans une étude cas témoin, on coupe le tableau en deux de façon verticale. On a constitué les groupes sur la survenue de la maladie, c'est-à-dire au moment où on commence l'étude, les personnes malades sont déjà malades. On a un groupe de malades et on va prendre un groupe de témoins qui ne sont pas malades. Et dans chacun de ces deux groupes, on va aller regarder s'ils étaient par le passé exposés ou non aux facteurs qu'on étudie. Dans l'étude de cohorte exposée non exposée, c'est le contraire. On coupe le tableau à l'horizontale, on constitue les deux groupes suivant l'exposition ou non aux facteurs qu'on étudie, aux facteurs d'exposition. Donc, on a un groupe d'exposés et un groupe de non-exposés. On va suivre chacun de ces deux groupes au cours du temps. Et dans chacun de ces deux groupes, on va compter la survenue, le nombre de nouveaux malades. Et puis, quand on aura terminé l'étude, on pourra dire il y a eu, dans chacun des deux groupes exposés et non exposés, tant de malades et donc tant de non-malades. Donc, au final, on a ce tableau de contingence et on va pouvoir faire des calculs. Donc, dans l'étude de cohorte exposée-non exposée, comme on connaît le nombre de nouveaux malades dans chacun des deux groupes, on va pouvoir calculer une incidence, le nombre de nouveaux malades chez les exposés, l'incidence chez les exposés, et le nombre de nouveaux malades chez les non-exposés, l'incidence chez les non-exposés. Ce rapport, incidence chez les exposés divisé par l'incidence chez les non-exposés, c'est ce qu'on appelle le risque relatif. Et ce risque relatif ne peut se calculer que dans une étude de cohorte exposée-non exposée. C'est important à savoir, c'est-à-dire qu'un risque relatif ne peut pas se calculer dans une étude cas témoin parce qu'on n'a pas suivi les patients au cours du temps et donc on n'a pas pu calculer une incidence. Dans une étude cas témoin, on calcule ce qu'on appelle un rapport de cote, que je vous ai indiqué ici. En simplifiant, ça donne ça, AD sur BC. Donc, le rapport de cote, c'est l'odds ratio. Donc, dans une étude cas témoin, on calcule un odds ratio. Un odds ratio, c'est une approximation du risque relatif dans certaines conditions. Chaque de ces deux types d'études a des avantages et des inconvénients que je vous ai remis ici. Pour essayer de résumer, l'étude cas témoin, elle est plus rapide et plus facile à mettre en œuvre, parce que quand on fait les études, l'ensemble des données existe. Il n'y a pas besoin d'aller suivre des groupes au cours du temps, donc c'est plus rapide, donc c'est moins cher aussi. Le principal inconvénient, c'est qu'on recueille des données a posteriori, donc on n'est pas forcément assuré de la chronologie des événements entre l'exposition et la survenue de la maladie. Et puis, on a affaire aussi à des biais de recueil d'informations, puisqu'on va chercher dans le passé des informations qu'on ne recueille pas au fur et à mesure. Donc, il faut que la qualité des données qu'on recueille dans le passé soit assurée. Et puis, inversement, et enfin, dernier avantage d'une étude cas témoin, comme on prend d'emblée un groupe de malades, on peut s'intéresser aux maladies rares. C'est-à-dire que si une maladie est très rare, on peut prendre toutes les personnes qui ont cette maladie pour les mettre dans ce groupe-là. Dans une étude de cohorte, inversement, au cours du temps, on va suivre les patients. Donc, il faut que la maladie ne soit pas trop rare pour être certain d'avoir quand même des cas dans chacune de ces deux cases. Par contre, c'est long à mettre en œuvre et donc ça coûte cher. Et puis, il y a un risque de perdu de vue, étant donné qu'on suit les personnes au cours du temps. Cette mesure-là, risque relatif et odds ratio, c'est ce qu'on appelle la mesure de la force d'association qui existe entre l'exposition et la maladie. Le risque relatif et l'odds ratio s'interprètent par rapport à la valeur 1. Si le risque relatif et l'odds ratio ou l'odds ratio est égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas d'association entre l'exposition et la survenue de l'événement, ici la maladie. S'il est supérieur à 1, ça veut dire que l'exposition augmente le risque de survenue de l'événement. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que l'exposition est associée à des chances plus faibles de survenue de l'événement. Et ça ne suffit pas de savoir ça, c'est-à-dire si votre risque relatif est à 1,02, est-ce que vous allez conclure qu'il y a une association ou pas? Donc, ces mesures, risque relatif et odds ratio, sont présentées avec un intervalle de confiance à 95%. C'est cet intervalle de confiance qui va vous permettre de dire si le risque relatif ou l'odds ratio sont significatifs.
Si l'intervalle de confiance à 95% comprend 1, le résultat n'est pas significatif. Si l'intervalle de confiance à 95% ne comprend pas 1, le résultat est significatif. Vous avez ici un exemple. Alors, ce n'est pas dans le domaine de l'hygiène hospitalière. J'ai tiré cet exemple du document que je vous ai présenté en début de présentation. Donc, on s'intéresse à une intervention éducative sur la dialyse péritonéale à domicile. Est-ce que l'intervention éducative va montrer une diminution du risque de réhospitalisation dans les 30 jours? Donc, c'est une étude exposée, non exposée. L'exposition, c'est exposition à l'intervention éducative pour la dialyse péritonéale. Et non exposés, ce sont des patients qui n'ont pas eu cette intervention éducative. Et donc, les résultats montrent une diminution du risque de réhospitalisation à 30 jours par rapport à un traitement standard, c'est-à-dire sans intervention éducative. Le risque relatif est égal à 0,8. Et de là, on peut dire qu'il y a une diminution du risque de 20%, du risque de réhospitalisation. Cette valeur de 0,8 n'est pas suffisante pour donner des conclusions. Ce qu'il faut, c'est regarder son intervalle de confiance à 95%. Il est de 0,7 à 0,95. Donc, il ne comprend pas la valeur 1. Les données sont donc statistiquement significatives, ce qui veut dire que cette intervention éducative pour la dialyse péritonéale a bien un impact pour réduire le risque d'hospitalisation à 30 jours. Si l'intervalle de confiance avait été de 0,7 à 1,15, il aurait compris la valeur 1 et on n'aurait pas pu dire que cette intervention avait un impact sur le risque de réhospitalisation. Je vous donne ici un exemple dans le domaine de l'hygiène hospitalière. Cette étude a évalué, s'est intéressée aux facteurs de risque d'ISO suivant une césarienne. C'est une étude cas témoin, comme c'est indiqué dans le titre et comme c'est indiqué dans la méthodologie. Comme c'est une étude cas témoin, on a constitué un groupe K, c'est-à-dire des personnes qui avaient une ISO après une césarienne, et un groupe témoin, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient pas d'ISO après une césarienne. Étant donné que c'est une étude cas témoin, quand on a constitué les groupes, l'ISO ou l'absence d'ISO, on avait déjà la connaissance de l'ISO ou de l'absence d'ISO. On n'a pas pu calculer le nombre de nouvelles ISO survenues au cours du temps. Pourtant, les résultats nous donnent un nombre, un taux d'ISO dans chacun des groupes, 0,4 et 5,4%. Alors ici, vous avez le résumé. Peut-être que dans le résumé, il nous manque des données dans la méthodologie, mais stricto sensu, une étude cas témoin ne permet pas de calculer une incidence. Par contre, dans la seconde partie des résultats, un certain nombre de facteurs de risque sont présentés comme associés à la survenue d'une ISO. Donc, vous avez ici comme facteurs de risque qui ont été présentés comme associés à la survenue d'une ISO, l'obésité, les troubles psychiatriques, la transfusion sanguine et les risques infectieux durant le travail. Pour chacun de ces facteurs de risque sont présentés un odds ratio avec son intervalle de confiance. Et à chaque fois, l'odds ratio et l'intervalle de confiance ne comprennent pas la valeur 1. Donc, ces expositions sont significativement associées à la survenue d'une ISO. Donc voilà pour les études cas témoins et les études de cohortes exposées, non exposées. Il y a d'autres types d'études épidémiologiques. Il y a les essais randomisés contrôlés, qu'on utilise en général pour évaluer des traitements. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces essais randomisés contrôlés, mais par définition, il y a un groupe de comparaison. On veut montrer l'efficacité d'un traitement, donc c'est une étude contrôlée. Pour constituer des groupes comparables, on a utilisé la randomisation. La randomisation, c'est le hasard. On a distribué au hasard les patients dans un groupe ou dans l'autre. C'est la meilleure façon. Le hasard est notre meilleur allié pour rendre des groupes comparables, suivant tout un tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et pour maintenir cette comparaison au cours du temps, on mène ces études à l'aveugle, c'est-à-dire que même au moment de l'interprétation des données, on ne sait pas dans quel groupe était le patient. Donc ce sont des essais contrôlés, randomisés à l'aveugle. Donc RCT, c'est Randomized Control Trial, c'est le petit sigle en anglais. Il y a plusieurs designs possibles de ces études.
dont on ne va pas parler aujourd'hui. Ce qui peut être utile de savoir, c'est qu'il y a des façons de mener ces essais et de rédiger les articles qui concernent ces essais. Donc, ces façons de rédiger répondent à des standards internationaux. Pour les essais contrôlés randomisés, ça s'appelle le Consort Statement. Et donc, ça répond à un certain nombre d'items. Et ça permet, pour ceux qui évaluent ces essais, de juger de la validité interne et externe de l'étude. Autre type d'articles que vous pouvez lire, ce sont par exemple des méta-analyses. Une méta-analyse, c'est une compilation d'études sur un même thème, qui ont un même objectif. Et donc, on va utiliser les données de plusieurs études qui ont été faites pour en faire comme si c'était une seule et grande étude. Donc, on augmente le nombre de sujets inclus dans l'étude et donc on augmente la puissance de l'étude. On reviendra tout à l'heure sur la puissance. Donc, ça permet d'estimer l'effet global d'une intervention qui peut-être, avec une seule étude, n'avait pas pu être mis en évidence, ou alors il y avait des résultats discordants. Et en compilant les études, on va essayer de voir si on peut arriver à un résultat plus précis. Et donc, ça prend aussi en compte les fluctuations d'échantillonnage, puisque ce n'étaient pas les mêmes échantillons utilisés dans toutes les études. Donc là aussi, il y a différentes étapes à respecter pour mener ce type d'analyse. Et notamment, il faudra bien définir le critère de jugement qui doit être le même dans toutes les études qu'on va utiliser. Je pense que je ne vais pas plus loin sur le détail de ce type d'études. Vous avez ici un exemple de méta-analyse qui a été fait par des personnes que peut-être vous connaissez, puisque c'est par des hygiénistes français qui ont mené une méta-analyse d'essais randomisés contrôlés. Donc, ils n'ont utilisé que des essais randomisés contrôlés pour évaluer si la dépilation avait un impact sur la survenue d'ISO. Enfin, encore quelques autres études. Donc, il existe des synthèses de la littérature. Alors ça, c'est super pratique. Ce sont des gens qui ont fait des lectures d'articles et fait la lecture critique d'articles à votre place et qui disent ce qu'ils en pensent. Il y a les évaluations médico-économiques. J'en parlerai pas parce que j'y connais rien. Mais je pense que ça serait drôlement utile dans notre spécialité d'avoir plus d'études médico-économiques pour montrer que la prévention peut aussi permettre de faire des économies. Et puis, il y a les études écologiques. Les études écologiques, ce sont des études qui sont faites à partir de données populationnelles. Donc, on va partir directement de l'exemple. Ici, la relation entre consommation, entre produits hydroalcooliques et la prévalence des SARM, par exemple. Donc, on a des données, par exemple, dans un service ou dans un établissement de consommation hydroalcoolique qui peuvent varier au cours du temps et la prévalence des SARM qui peut varier au cours du temps. Donc, on peut montrer idéalement une augmentation des consommations de PHA et on fait la courbe parallèle de la diminution de la prévalence du SARM qu'on a mesurée à plusieurs reprises au cours du temps et on regarde si entre ces deux indicateurs, il y a une corrélation. La corrélation, c'est l'indicateur qui est calculé à partir des études écologiques. Mais vous voyez bien que ce sont des données de population. On ne sait pas qui exactement a eu un SARM et si pour cette personne, tous les praticiens, tous les professionnels ont utilisé une solution hydroalcoolique avant de réaliser des soins auprès de ce patient. Donc, on n'a pas de détails de données individuelles. Donc, ça sert surtout à émettre des hypothèses, mais c'est un faible niveau de preuve. Au niveau de la rédaction, chacune de ces types d'études répond à des règles de rédaction qui ont des noms particuliers. Donc, je vous avais parlé du Consort Statement pour les essais randomisés contrôlés, mais vous voyez que pour les études d'observation, il y a aussi un certain nombre de critères à respecter dans l'écriture qui sont, ce sont des conventions internationales de rédaction de ces articles. Alors, quand vous allez lire un article, il va falloir s'intéresser à la revue dans laquelle cet article a été publié. Les revues sont classées en fonction de leur impact factor. L'impact factor est déterminé en fonction du nombre de fois où un article
publié dans la revue est cité dans d'autres articles, référencé dans d'autres articles. Et donc, plus les articles d'une revue sont référencés dans d'autres articles, plus l'impact factor de la revue est élevé. Donc, celle qui a l'impact factor le plus élevé qu'on connaît, c'est The Lancet. Je vous ai mis quelques exemples d'impact factor, et notamment des revues dans lesquelles sont publiés des articles qui concernent l'hygiène hospitalière, donc par exemple Infection Control Hospital Epidemiology, qui a un impact factor à 2. Donc vous voyez que 2, c'est loin du 40 du Lancet. Voilà, mais n'empêche que ce sont quand même des articles qu'on lit, qui sont publiés, qui peuvent nous être utiles. Et ensuite, on privilégiera les articles originaux, c'est-à-dire non pas des avis d'auteurs, mais des études qui ont été réalisées, décrites et publiées, ou des synthèses de critiques de la littérature, par exemple. J'ai noté, attention au préprint, puisqu'il y a de plus en plus de préprint. Un préprint, qu'est-ce que c'est? C'est une étude qui a été menée, à partir de laquelle un article a été écrit, et cette étude est publiée, souvent en ligne, avant d'avoir été reviewée par les reviewers de la revue à laquelle l'article est soumis, donc avant d'avoir été reviewé par des pairs. Et puisqu'un article, une fois qu'il est écrit, il est soumis à une revue, il est relu par des reviewers qui donnent leur avis, qui peuvent demander des corrections ou des précisions, et ensuite une décision est prise pour sa publication ou pas. Mais parfois, avant que la décision soit prise, on a accès à l'article. Et vous voyez qu'ici, il y avait un article sur le site de cette revue. Il était bien mentionné qu'attention, c'était un préprint. Et effectivement, finalement, cet article a été retiré du site de la revue. Donc, un article qui est publié, c'est un article qui a été validé par des reviewers. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur l'article en lui-même qu'on a choisi, qu'on lit et qu'on va essayer de lire de façon critique. La structure d'un article répond toujours au même paragraphe que, a priori, vous devez connaître: introduction, méthode, résultat, discussion. Dans chacun de ces paragraphes, on attend un certain nombre de données. Dans l'introduction, on attend 2 points. On va y revenir, hein. On souhaite que soit exposé, on attend que soient exposées les raisons de l'étude. Pourquoi on a fait cette étude? Est-ce qu'on manquait de connaissances sur ce domaine? Est-ce que ça répond à une question de santé publique, à une question clinique ou de physiopathologie, par exemple? Et quelle est la question étudiée? La façon de libeller la question, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on va y revenir plus loin, mais elle répond au paragraphe PICO, population, on va décrire la population, intervention ou facteur étudié, comparateur s'il y en a un, à quoi est comparé, quel est le groupe de référence en fait, et observer ou outcome, c'est quel est le critère de jugement, qu'est-ce qu'on va mesurer. Dans la méthode, la méthode doit décrire ce qui a été fait, elle doit nous permettre de nous assurer que les résultats qui seront présentés seront valides, et ça doit aussi, une méthode bien écrite doit nous permettre de répliquer l'étude. On doit pouvoir répéter cette étude ailleurs avec la même méthode, si la méthode est bien écrite. Et donc, la méthode doit préciser, donc elle répond au schéma SPLICA, donc elle doit décrire le schéma de l'étude ou le design, le type d'étude. À nouveau, la population, le lieu, l'intervention s'il y en avait une ou les facteurs étudiés, ce qu'on a appelé au-dessus l'outcome, c'est-à-dire le critère de jugement, qu'est-ce qu'on va mesurer, et il peut y en avoir un qui s'appelle le critère de jugement principal ou plusieurs s'il y a des critères de jugement secondaires. Et puis, la méthode va décrire l'analyse, ce qui n'était pas énoncé dans la question. Quel type d'analyse on va faire? Les résultats donnent des éléments de réponse à la question, et dans les résultats, dans le paragraphe les résultats, on ne doit trouver que des résultats. Le premier paragraphe des résultats doit être toujours une description de la population qui a été incluse et étudiée. On doit d'abord trouver une description de l'échantillon avant les résultats des analyses sur les critères de jugement principaux et ou secondaires.
Et enfin, la discussion doit permettre d'interpréter ces résultats. Et le premier paragraphe de la discussion doit toujours être un résumé des principaux résultats. Ensuite, on doit trouver une critique, une description des points forts et des limites de l'étude, une discussion de la validité des données, une comparaison aux données de la littérature, et puis une conclusion à la question qui a été posée en introduction, et aussi une discussion sur l'implication que ça peut avoir dans la pratique. Donc on doit retrouver ces structures dans chacun de ces paragraphes. En plus de chacun de ces paragraphes, on va trouver 3 autres points dans un article que sont le titre, les références et le résumé. Concernant le titre, il doit aussi donner un certain nombre d'informations qui sont quasiment ceux qu'on retrouve dans l'introduction, c'est-à-dire le contenu PICO sur la population, l'intervention, un comparateur s'il y en a un, l'outcome et peut-être même le schéma de l'étude, donc PICO avec un S. Et ce titre, il doit être donc précis, mais si possible quand même concis et cohérent avec le contenu. Ensuite, il y a différents titres suivants qui sont plus ou moins précis, qui donnent plus ou moins d'informations sur le contenu de l'étude. On va prendre ici un des 2 exemples que je vous ai présentés. Par exemple, facteurs de risque environnementaux, donc ce sont les facteurs étudiés, donc ce n'est pas une intervention, ce sont les facteurs étudiés. Donc, facteurs de risque environnementaux des lymphomes malins non-hodgkiniens, c'est-à-dire la survenue, on imagine, de lymphomes malins, c'est ce qui va être mesuré, c'est l'outcome. 2 points. Une étude cas témoin, c'est le schéma de l'étude. 2 populations en Languedoc-Roussillon, c'est le lieu et la population. Donc, on retrouve ces éléments dans le titre de l'étude. Le résumé, je vous ai mis directement un extrait du document que j'ai cité en début de présentation. Le résumé doit reprendre chacun de ces paragraphes, introduction, matériel et méthode, résultats et discussion et conclusion. Les risques ou les problèmes qu'on peut trouver dans les résumés sont les suivants. Un résumé peut ne pas inclure les principaux résultats de l'étude, ce serait quand même dommage. L'introduction ne décrit pas clairement l'importance de la recherche, il faut savoir pourquoi cette recherche a été faite. La section sur les méthodes n'est pas assez détaillée ou désorganisée et peu claire. Et c'est vrai que c'est difficile, un résumé à un nombre de mots limité, c'est difficile d'être précis sur la méthode et concis en même temps. La section résultats contient des commentaires ou des explications au lieu de se contenter de présenter les résultats. Ça, c'est un piège, il ne faut pas se faire avoir. Si vous rédigez des articles, dans les résultats, on ne doit trouver que des résultats. Si vous soumettez un abstract au congrès, c'est la même chose. Et les conclusions ne répondent pas à la question de recherche proposée. On attend ça de la conclusion, hein, une réponse à la question. Alors les références, Nathalie en parlerait bien mieux que moi. Les références, on attend toujours les mêmes informations des références, qui sont les suivantes, hein. Il doit y avoir le nom des auteurs, le titre de la publication, le nom de la revue dans laquelle est publié l'article, l'année de publication, le volume et le numéro, la première et la dernière page. Et puis ensuite, il y a différents standards de rédaction des références. Et donc, chaque revue précise la façon dont les références doivent être rédigées dans sa revue. Et les références sont citées au fur et à mesure de l'article, le plus fréquemment par ordre, donc c'est un format numérique par ordre d'apparition des références dans l'article. Et on retrouve chacune des références en fin d'article, dans l'ordre où elles sont apparues. Mais on peut aussi attribuer le numéro en fonction d'un ordre alphabétique du nom de famille du premier auteur, par exemple. Ou alors ne pas mettre un numéro, mais mettre le nom de l'auteur et l'année. Et puis retrouver tout ça en fin de revue. Donc je vous ai donné ici quelques exemples. Ici, vous avez une référence, vous avez le nom des auteurs, le titre de l'article, le nom de la revue, son année, le numéro du volume et le numéro des pages. Alors, maintenant, on passe à l'introduction. L'introduction, on a dit qu'il y avait 2 parties, l'objet et la question.
L'objet, ce n'est pas la question, l'objet, c'est le grand cadre de l'étude. À quoi on a affaire? Est-ce que c'est une enquête épidémiologique? Est-ce qu'on évalue un traitement? Est-ce qu'on évalue on estime un pronostic? Est-ce qu'on évalue l'efficacité d'un programme de dépistage? Donc, par exemple, dans l'évaluation d'un pronostic, ça va comprendre tout ce qui concerne comme outcome, la survie, la rechute, la rémission, la guérison, on pourrait mettre le décès. Tout ça, c'est une estimation du pronostic. La question qu'on doit retrouver dans l'introduction, c'est la pierre angulaire de l'étude. C'est vraiment important, pour le coup, de rechercher la question dans l'article. La question, elle doit être précise et elle doit être énoncée dans toutes ses composantes. Donc les composantes, on en a déjà parlé, on va encore en parler. Donc c'est PICO, la population, l'intervention ou le facteur étudié, le comparateur, c'est-à-dire le groupe de référence, s'il y en a un, et ce qu'on va mesurer, l'outcome, qui est le phénomène d'intérêt sur lequel l'intervention est supposée avoir un impact. Cette mesure de l'observé, là, elle se mesure par un critère de jugement. Donc, on a dit qu'en général, il y a un critère de jugement principal. Il peut éventuellement y avoir des critères de jugement secondaires. Ce critère de jugement principal, il sert au calcul du nombre de sujets nécessaires. On va y revenir un petit peu plus loin dans la méthodologie quand on va parler de la population. Mais c'est ce critère de jugement principal qui sert de base au calcul du nombre de sujets nécessaires. Et puis, l'outcome va déterminer le schéma de l'étude. On va pas, suivant le schéma de l'étude, on ne va pas pouvoir mesurer n'importe quoi. Je reviens un tout petit peu sur la question de recherche, on en a parlé un peu tout à l'heure. La question, c'est est-ce que cette question a un intérêt? Est-ce que ça apporte des avancées? Est-ce que c'est une vraie question? Est-ce que ça a un intérêt de santé publique? Et est-ce que c'est une question qui m'intéresse aussi et qui va m'apporter quelque chose? La méthode qu'on va retrouver par la suite doit permettre de répondre à cette question. Et la conclusion doit répondre à cette question. Et donc, au final, l'ensemble objet, question, méthode doivent être cohérents. Alors, je vous donne un exemple de question. Comparer l'efficacité et la tolérance. Donc ici, l'efficacité. Alors, on va lire en entier. Comparer l'efficacité et la tolérance de l'énoxaparine et de l'héparine non fractionnée chez des patients avec un syndrome coronarien aigu. Donc, ce qu'on va mesurer, c'est l'efficacité et la tolérance, c'est l'outcome. L'intervention, c'est le groupe énoxaparine. Et notre groupe de référence sont les patients qui reçoivent de l'héparine non fractionnée, c'est le comparateur. Et la population à laquelle on s'intéresse, ce sont les patients avec un syndrome coronarien aigu. Donc, on a bien, dans cette question, l'ensemble des éléments, toutes les composantes de la question. On passe maintenant à l'introduction. Alors, je regarde si je suis un peu dans les temps ou s'il faut que j'accélère. Il faut que j'accélère un petit peu. Donc, dans la méthodologie, on va d'abord s'intéresser à la population et il est important de savoir de quelle population on parle. Donc, il y a un schéma ici qui est un petit peu compliqué, mais on va l'expliquer. La population cible, c'est la population à laquelle les auteurs souhaitent pouvoir généraliser leurs résultats. Donc, elle se caractérise par des données démographiques. La population source, c'est la population dans laquelle on va aller piocher pour constituer notre échantillon. Par exemple, ça pourrait être des patients qui sont hospitalisés dans tel service. C'est dans cette population qu'on va aller chercher nos patients. Et l'échantillon, c'est le petit groupe de patients, petit ou gros d'ailleurs, sur lesquels l'étude sera effectivement menée. C'est le groupe de patients chez lesquels on va faire des mesures ou qu'on va exposer à une intervention, par exemple.
si on veut pouvoir généraliser on ait pu choisir n'importe qui pour constituer l'échantillon. On définit donc des critères d'inclusion, des critères de non-inclusion et des modalités de recrutement. Et donc, il faudra bien regarder la façon dont sont constitués chacun de ces groupes. Et puis, quand on va vouloir constituer l'échantillon, il y a peut-être un certain nombre de patients qu'on ne va pas retenir ou qui vont refuser ou qui vont disparaître en cours d'étude. Et donc, à partir de là, on pourra dessiner un diagramme de flux. Il faudra bien comprendre ce que chaque patient est devenu au cours du temps et pourquoi il a été inclus ou pas, pour savoir si on a des biais ou pas dans la constitution de notre échantillon. Donc, par exemple, il pourrait y avoir des patients qui ne sont pas inclus parce qu'on aurait chez eux des difficultés de suivi ou des difficultés d'évaluation du critère du jugement. Le lieu de l'étude a également son importance. Si la population source, ce sont les patients que vous prenez au sein d'un CHU, est-ce que vous allez pouvoir généraliser vos résultats à l'ensemble des patients atteints de la même pathologie, mais qui seraient hospitalisés, par exemple, dans un hôpital local? On sait que ce n'est pas le même recrutement. Peut-être que les patients du CHU seront plus compliqués, plus à risque, avec plus des patients hospitalisés dans un hôpital local. Donc attention, il y a un effet centre de référence ou si c'est des patients pris en ambulatoire, il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent, entraîner des biais de sélection. On va revenir aussi, sur les notions de biais plus loin. Ensuite, on s'intéresse aux critères de jugement. On a dit, il peut y en avoir un ou plusieurs. Quand il y en a plusieurs, il va falloir se méfier des critères de jugement secondaires. Est-ce qu'ils ont bien été définis, pris en compte dans la constitution de la méthode? Et les conclusions ne peuvent porter que sur le critère de jugement principal, si, par exemple, l'analyse du nombre de sujets nécessaires n'a porté que sur le critère de jugement principal. Et on va voir aussi que ça a une importance dans les analyses statistiques qui sont faites. Donc, les points à évaluer, c'est est-ce qu'on a une définition précise du critère pronostic? Est-ce que le critère de jugement principal, c'est le décès ou c'est heu l'hospitalisation en réa ou je dis n'importe quoi, la virémie? Est-ce que c'est un paramètre biologique ou est-ce que c'est un vrai critère de clinique et quel critère de clinique c'est? Est-ce que ce critère de jugement est sujet à des biais de classement? Est-ce que c'est facile de le mesurer ou est-ce qu'on se risque de se tromper? Est-ce que la mesure est standardisée et objective ou subjective? Est-ce que la mesure est fiable et reproductive? Donc, un exemple de critère subjectif, quand on mesure la qualité de vie, on a beau avoir des questionnaires de qualité de vie, il y a une partie de subjectivité. Est-ce que ce critère de jugement est précis et adéquat? Et puis, on va voir plus loin comment il est présenté, notamment est-ce qu'il est présenté avec son intervalle de confiance à 95. Et suivant le type d'étude qu'on a réalisé, on ne pourra pas avoir n'importe quel critère de jugement. Vous avez vu tout à l'heure que, par exemple, en épidémiologie descriptive, dans une enquête transversale, on ne va pouvoir calculer qu'un taux de prévalence. On ne va pas pouvoir calculer une incidence. Et puis, par exemple, dans une étude, où est-ce qu'on a? Par exemple, en épidémiologie analytique, dans une étude de cohorte exposée non exposée, on va pouvoir calculer un risque relatif et donc on va pouvoir mesurer une association entre, une exposition et la survenue d'un événement. Donc vous voyez que vous avez un certain nombre de critères de jugement mesurés, hein, ici, qui vont dépendre du type d'étude qui a été menée. Un exemple
un exemple de critique de critères de jugement. Donc là, vous avez le titre d'un article, là, la vaccination des professionnels de santé, c'était une évaluation de la vaccination, l'effet de la vaccination des professionnels de santé sur des patients âgés de plus de 60 ans en hospitalisation longue durée. Et les critères de jugement, il y en avait de nombreux qui étaient pris en compte dans cette étude, vous les voyez ici. Donc, il y avait la létalité, donc c'était la létalité par la grippe durant les 14 jours d'hospitalisation, la durée de séjour à l'hôpital, les coûts hospitaliers, le passage en réa. Enfin, il y avait un certain nombre de critères qui pouvaient être en partie, pour certains, des critères intermédiaires. Et il y a eu une lettre à l'éditeur qui a été écrite par cette personne pour critiquer les critères de jugement de cette étude, notamment parce qu'avait été omis la mortalité toute cause. Et dans les arguments qui étaient présentés, c'était que parfois, la grippe, elle n'est pas diagnostiquée et qu'on peut décéder de la grippe sans que celle-ci soit inclue dans le taux de létalité qui était présenté ici. Et donc, c'était important de prendre en compte la mortalité toute cause dans le critère de jugement. Alors, toujours dans la partie population, on va regarder la comparaison. Donc, vous avez vu qu'il n'y a pas de groupe de comparaison dans tous les types d'études. Il y en a en épidémiologie analytique et puis il y en a dans les études interventionnelles. Et notamment dans les études interventionnelles, on a vu que c'était important de regarder comment le groupe de comparaison a été constitué. Donc, je rappelle, dans une étude interventionnelle, l'investigateur va faire une intervention dans un groupe et ne pas faire l'investigation dans le groupe contrôle ou faire une intervention de référence, un traitement de référence. Pour que les deux groupes soient comparables, parce qu'il faut qu'ils soient comparables au moment de l'interprétation des résultats, si on veut que nos résultats soient interprétables et qu'on ne se dise pas que les résultats peuvent être liés à des facteurs de confusion. Donc, pour que nos deux groupes soient comparables, la meilleure façon de les rendre comparables, c'est de randomiser les sujets dans chacun des deux groupes, c'est-à-dire de les répartir au hasard dans un groupe ou dans l'autre. Donc, cette technique de randomisation, elle est utilisable, elle est utile que pour les études interventionnelles, et donc c'est un tirage au sort des patients qui permet de répartir les facteurs de confusion dans chacun des deux groupes. Ça prévient ce qu'on appelle les biais de sélection. Ça n'empêchera pas qu'il faudra quand même discuter la comparabilité des groupes au moment de l'analyse des résultats et la comparabilité des groupes sur les facteurs de confusion connus. Donc, on reviendra aussi tout à l'heure sur ce que c'est que les facteurs de confusion. Où est-ce qu'on va chercher cette notion de comparaison? On a dit tout à l'heure que dans la partie résultats, la première partie des résultats est une description de la population de l'étude, et notamment, s'il y a deux groupes, il faudra avoir un tableau descriptif des deux groupes et une comparaison des deux groupes pour vérifier que les groupes sont comparables. On peut aussi avoir un diagramme de flux qui décrit les patients inclus et peut-être sortis de l'étude au fur et à mesure. Il sera important de savoir ce que sont devenus ces patients, s'ils sont exclus de l'étude, si on en perd de vue, s'ils sont décédés. Et s'ils sont décédés, est-ce que c'était à cause de la maladie ou du traitement? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des effets secondaires? Donc, on admet un certain nombre de pertes de vue. On a une limite admise de 10%, mais on l'admet aussi et surtout si cette perte de 10% est équilibrée entre les deux groupes. Et enfin, quand on n'a pas affaire à une étude randomisée contrôlée, mais qu'on fait une étude d'observation, donc cas témoins ou étude de cohorte, on va voir qu'on peut prendre en compte des groupes non comparables au moment de l'analyse. Donc, on peut prendre en compte un certain nombre de facteurs qui seraient différents entre les deux groupes, qui pourraient être des facteurs de confusion, en faisant ce qu'on appelle une analyse multivariée. Et donc, on dit qu'on ajuste sur les facteurs de confusion. On y reviendra aussi au moment de l'analyse. Ensuite, dans la population, on va s'intéresser à l'effectif. Donc, on va vouloir évaluer si le calcul du nombre de sujets nécessaires, je vous ai déjà un petit peu parlé de cette notion, NSN, nombre de sujets nécessaires, a été effectué a priori. Ce calcul du nombre de sujets nécessaires est important à effectuer pour
avoir une étude qui a une puissance suffisante et qui permette de montrer ce qu'on souhaite montrer. Dans une étude comparative, pour calculer le nombre de sujets nécessaires, on va prendre en compte la différence attendue dans le critère de jugement principal entre chacun des deux groupes. Donc vous allez dire, ah ben oui, mais si on fait l'étude, c'est bien qu'on ne la connaît pas, la différence, c'est bien ce qu'on veut mesurer, est-ce qu'il y a une différence, mais on fait quand même une hypothèse a priori. Voilà ce qu'on attend comme différence ou qui serait intéressante à montrer concernant le critère de jugement principal. Et puis on s'intéresse à d'autres choses, là, qu'on dénomme un peu barbares, le risque de première espèce, et puis la puissance. Donc, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Alpha, le risque de première espèce, que par convention, on fixe à 5%. Alors, le risque de première espèce, c'est le risque qu'on accepte de prendre, de conclure à une différence entre les deux groupes, alors que cette différence est en réalité liée au hasard. Donc, c'est le risque qu'on accepte de se tromper en concluant qu'il y a une différence entre nos deux groupes. Et donc que l'exposition qu'on a observée est bien associée à l'événement survenu. Et la puissance de l'étude, vous devez avoir une notion intuitive de ce que ça signifie. La puissance, c'est la capacité de l'étude à montrer une différence si celle-ci existe. Et donc, pour augmenter la puissance, il faut augmenter l'effectif de la population. Dans une étude descriptive, le calcul du nombre de sujets nécessaires est utile pour garantir la précision du résultat. Plus on effectue une estimation d'un paramètre sur un nombre élevé de cas, plus cette estimation sera précise. Si on veut estimer une prévalence, si on la fait au niveau d'un service, on aura la prévalence de service, on aura du mal à la généraliser à un établissement complet. Ou, par exemple, les enquêtes nationales de prévalence se font maintenant par échantillon. On tire au sort un certain nombre d'établissements et sur ces établissements, on calcule une prévalence d'infection nosocomiale au niveau national. Plus on inclut d'établissements dans l'enquête nationale de prévalence, plus cette estimation de la prévalence au niveau national sera précise. Les petites lettres ici, ça veut dire, si vous ne savez pas, sensibilité, spécificité, valeur, c'est VPP, je me suis trompée, valeur prédictive positive. Donc, ce sont d'autres indicateurs qui peuvent être estimés. Ensuite, dans la méthodologie, une fois qu'on s'est intéressé à la population, on regarde le schéma de l'étude. Est-ce que le schéma de l'étude est cohérent avec la question posée, avec la question étudiée? Donc ça, on en a déjà parlé en introduction. Il faut que le design de l'étude permette de répondre à la question. On veut calculer, estimer une prévalence, on fait une enquête transversale. On veut mesurer une incidence, on ne peut pas faire une enquête transversale, il va falloir suivre des patients au cours du temps. On veut estimer l'efficacité d'un traitement, d'une exposition, d'une campagne de prévention. Il va falloir faire une étude contrôlée avec un groupe de comparaison. Donc, suivant la question, vous ne pourrez pas faire n'importe quel type d'étude et il faut que le format de l'étude, ici, le type d'étude, soit adapté et permette de répondre à la question. Dans la méthodologie, après le schéma de l'étude, sera décrit la stratégie d'analyse. La stratégie d'analyse, elle doit bien sûr être cohérente avec le projet de travail. Donc, par exemple, dans un essai clinique d'efficacité, donc dans un essai thérapeutique, il va falloir regarder si dans l'étude a été fait ce qu'on appelle une analyse en intention de traiter. Alors, encore une nouvelle notion peut-être. L'analyse en intention de traiter consiste à analyser les données de tous les patients inclus dans le bras dans lequel ils ont été inclus. Alors, ça peut vous paraître évident, et pourtant, ça n'est pas tant que ça. On va voir un exemple dans la diapo suivante. On peut répartir les patients dans les deux groupes, un bras
qui a le traitement étudié et un bras qui a le traitement de référence, ou le placebo par exemple. Mais les patients peuvent changer de bras ou ne pas suivre le traitement jusqu'au bout. Et pourtant, si on veut être au plus proche de la vraie vie et de la pratique courante, ça va être important d'analyser les patients comme s'ils étaient restés dans le bras dans lequel ils ont été inclus au début. On peut faire des analyses intermédiaires qui s'appellent des analyses per protocole, ou les faire au bout en incluant les patients, uniquement les patients qui ont suivi le protocole jusqu'au bout, mais dans ce cas-là, on s'éloigne de la pratique courante. La stratégie d'analyse, le type d'analyse qu'on effectue dépend du type d'étude dans lequel on se situe. Donc, par exemple, si on revient aux études observationnelles, donc cohorte et cas témoins, on va effectuer, donc on va calculer un risque relatif ou un autre ratio, et il peut y avoir des facteurs de confusion. Les facteurs, donc, alors c'est difficile de tout faire dans le bon ordre. Les facteurs de confusion, je vous en parle plus tard. Un facteur de confusion, c'est un facteur qui est associé à la fois à l'exposition et à la survenue de l'événement. Et donc, il va pouvoir brouiller les résultats. Si on observe une association entre une exposition et un événement, on va se demander si la survenue de l'événement est bien liée à l'exposition qu'on étudie ou est liée à un facteur de confusion. Donc, ces facteurs de confusion, dès lors qu'on a recueilli des informations sur ces facteurs, on peut les prendre en compte au moment de l'analyse, dans ce qu'on appelle une analyse multivariée. Donc, on va ajuster sur ces facteurs de confusion, et donc on va calculer des risques relatifs ou des odds ratios ajustés. Un risque relatif ou un odds ratio ajusté, ça veut dire ajusté sur les facteurs de confusion. C'est le petit a ici. Ça voudra dire, à facteur de confusion égal, voilà quelle est la valeur de mon risque relatif ou de mon odds ratio. J'essaye de vous prendre un exemple que je ne vous ai pas mis en évidence. On étudie le lien entre, je raconte n'importe quoi, entre le tabac et le cancer du poumon. Je suis en train de chercher l'exemple. Un facteur de confusion serait, alors je dis n'importe quoi parce que je ne pense pas que ce soit associé au cancer du poumon. Imaginons que l'alcool soit associé au cancer du poumon. L'alcool serait associé avec la consommation de tabac, puisque ce serait peut-être plus souvent les mêmes personnes qui sont tabagiques et qui consomment de l'alcool. Si l'alcool était associé aussi au cancer du poumon, il faudrait dire à consommation d'alcool égale, voilà le risque du tabac sur le cancer du poumon. Je reviens à l'analyse en intention de traiter. Donc ici, on a un certain nombre de patients qui étaient potentiellement éligibles pour suivre un traitement. Alors, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas éligibles, qu'on n'a pas inclus, qui ne répondaient pas aux critères d'inclusion ou qu'on refusait de participer. Et puis, on a randomisé 63 patients dans chacun des deux bras. Un bras, 32 patients qui ont suivi l'intervention et 32 bras qui n'ont pas suivi l'intervention. Et puis, au cours du suivi, à 6 semaines, à 12 semaines, il y en a un qui a été transféré dans un autre centre, il y en a un qui a arrêté dans un bras, de l'autre côté, il y en a 3 autres qui ont arrêté également. Et au final, quand on va vouloir faire l'analyse au bout de 12 semaines, il n'y a plus que 27 patients dans un bras et 28 patients dans l'autre bras. Pourtant, le dénominateur qui sert à faire l'analyse doit bien être les 32 et 31 ici patients qu'on a inclus dans l'analyse au départ, au moment de la randomisation. On doit prendre en compte ce dénominateur si on fait une analyse en intention de traiter, si on veut être au plus près de la réalité, puisque le départ de ces patients, ou le fait qu'ils soient perdus de vue, peut être éventuellement lié à l'intervention ou à l'absence d'intervention. Toujours dans les analyses, on va regarder s'il y a des tests statistiques qui ont été effectués, quel type de tests statistiques. Dès lors qu'on veut montrer un effet, dès lors qu'il y a une comparaison de groupes, il doit y avoir un test statistique. Il n'y a pas de comparaison sans test. Donc, en épidémiologie analytique ou interventionnelle, on doit trouver un test statistique.
Le test statistique, donc il y a de nombreux tests statistiques, dépend du type d'analyse qui sont faites et surtout dépend du type de variable. Et donc, on va pas rentrer dans le détail de ces tableaux, hein, mais suivant que la variable à expliquer, donc c'est l'outcome, est une variable qualitative ou quantitative ou censurée. Ce qu'on appelle les variables censurées, c'est les variables qu'on obtient dans les études de cohorte, c'est-à-dire on suit des patients au cours du temps. Donc c'est on appelle ça par exemple les estimations d'un taux de survie. Donc suivant le type de variable, on utilise tel ou tel type de test. Donc je vous prends un exemple simple. Quand on veut comparer deux fréquences, une fréquence observée à une fréquence théorique, le test statistique qu'on fait, et vous en avez déjà entendu parler, c'est le test du Qui2. Les fréquences, ce sont des variables, on utilise une fréquence pour une variable qualitative. Il y a tant de pourcents de rouge, tant de pourcents de bleu. Donc c'est bien bleu et rouge, ce sont bien des qualités, ce n'est pas du 1, 2, 3, 4. On estime ça en pourcentage ou en fréquence, et donc l'outil statistique pour les comparer, c'est le Qui2. Si on veut comparer des variables quantitatives, donc par exemple, on va vouloir comparer des moyennes. Donc une moyenne est bien une donnée quantitative qu'on obtient à partir de données quantitatives. Le test statistique qu'on va utiliser est un test de Student. Par exemple, dans une étude cas témoin, le modèle statistique qu'on va utiliser, ça s'appelle une régression logistique. Si on ajuste sur les facteurs de confusion, on effectue une régression logistique multivariée et on calcule des odds ratios ajustés qui sont significatifs lorsqu'ils sont présentés avec leur intervalle de confiance à 95% et que cet intervalle de confiance ne contient pas 1. C'est ça, c'est l'intervalle de confiance, c'est l'équivalent du test statistique. C'est est-ce que cet intervalle de confiance contient la valeur 1 ou pas. Donc, est-ce que les analyses sont présentées avec des tests statistiques dès lors qu'il y a comparaison? Les intervalles de confiance, on vient d'en parler. Non seulement, ça donne deux indications, un intervalle de confiance. Ça permet de dire s'il y a une différence significative entre deux groupes, s'il y a une association significative pour ce qui est des études observationnelles, risque relatif, odds ratio, entre une exposition et la survenue d'un événement. Et ça donne aussi une indication sur la précision du résultat. Si votre intervalle de confiance est étroit, votre résultat, qui se trouve dans l'intervalle de confiance, est précis. Si l'intervalle de confiance est large, votre résultat est peu précis. Vous pouvez avoir un intervalle de confiance significatif, supérieur à 1, mais qui est imprécis, qui peut aller de, par exemple, 1,8 à 19. C'est un intervalle de confiance qui est significatif parce qu'il ne contient pas la valeur 1, mais qui n'est pas précis, qui est très large. Toujours dans les tests statistiques, il va falloir se méfier si dans l'étude que vous lisez, il y a une multiplication des tests statistiques. On a dit que le risque alpha de 5%, c'est le risque qu'on accepte de conclure à une différence significative alors que celle-ci est liée au hasard. Mais si vous multipliez les tests, plus vous multipliez les tests, plus vous avez de chances d'obtenir un test significatif uniquement à cause du hasard. Donc, s'il y a une multiplication des analyses en sous-groupe ou des analyses intermédiaires, si vous avez plein de tests qui sont effectués parce qu'ils ont cherché tous azimuts, vous avez une augmentation d'avoir des résultats statistiquement significatifs, en fait liés au hasard. Donc attention, c'est pour ça qu'il est important d'avoir un critère de jugement principal et de s'intéresser aux résultats de ce critère de jugement. Si les auteurs ont fait, après avoir recueilli leurs données, tout un tas de tests en se disant « tiens, si on explorait ce sous-groupe, et puis celui-là, puis si on associait ces deux variables, etc. », c'est exploratoire et ça ne doit pas vous permettre de conclure et de tirer trop d'informations de ces résultats. C'est important de savoir si les analyses qui sont faites étaient prévues dans le protocole et si elles ont
bien participer au calcul du nombre de sujets nécessaires. Et enfin, s'il y a des analyses intermédiaires, aussi, est-ce qu'un seuil de signification est donné pour chacune d'entre elles? Donc prudence quand il y a plein de tests. Dans les études de cohorte, donc qui sont effectuées de façon prospective, on s'intéresse aux perdus de vue. Ce sont les patients dont on n'a plus de nouvelles au fur et à mesure qu'on les suit au cours du temps. Ils peuvent être perdus de vue parce qu'ils ont déménagé, parce qu'ils ont arrêté le traitement, qu'ils avaient trop d'effets secondaires, ils ne sont jamais revenus, parce qu'ils sont décédés, parce qu'ils en avaient marre. Vous ne savez pas pourquoi ils sont perdus de vue. Quand on les perd de vue, on perd de l'information et donc on perd de la puissance. Ça peut créer des biais dans votre étude. Ces biais, donc par convention, on accepte un certain taux de perdu de vue. On dit que ce taux est négligeable s'il est inférieur à 10%, qu'il est important s'il est supérieur à 20% et acceptable s'il est entre les deux. Ils sont d'autant plus problématiques, ces perdus de vue, si on n'a pas le même taux de perdu de vue dans chacun des deux bras ou dans chacun des deux groupes qui sont suivis au cours du temps. Et enfin, la méthodologie doit mentionner un certain nombre de règles éthiques, doit préciser si elles ont été respectées. S'il y a eu une intervention chez un patient, chez les patients, le protocole doit avoir été soumis et approuvé par un comité d'éthique indépendant avant inclusion du premier patient. Et il doit y avoir un certain nombre de règles qui sont respectées, notamment le recueil du consentement du patient. Est-ce que les données sont anonymes? Est-ce que les règles de confidentialité sont respectées? Si un placebo a été utilisé, est-ce que c'était justifié? Est-ce qu'il y a une perte de chance? Et donc, il y a les principes fondamentaux qui sont décrits dans la déclaration d'Helsinki pour la recherche biomédicale, qui sont le respect de la personne humaine, le principe d'utilité et le principe de justice. Et du coup, ces points-là doivent être décrits dans la méthodologie. Alors, on passe au paragraphe résultats. Je vous ai dit tout à l'heure, les résultats commencent toujours par une description de la population. Quel que soit le type d'étude, on décrit la population incluse avant de commencer à présenter les résultats des analyses qui ont été faites. S'il y a deux groupes, on compare les deux groupes dans cette description de la population. Et on vérifie que les deux groupes étaient comparables. S'ils n'étaient pas comparables, on voit si les données peuvent être prises en compte a posteriori dans l'analyse, par une analyse multivariée par exemple. Les tableaux et figures doivent respecter certains critères de présentation qui sont cités ici. Un principe est qu'un tableau ou une figure doit être autosuffisant, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être extrait de l'article avec son titre et sa légende, et on doit avoir l'ensemble des informations, c'est-à-dire on doit avoir bien sûr le titre, on doit avoir l'effectif des données qui sont présentées dans le tableau ou la figure, les valeurs bien sûr qui sont présentées avec leur indice de dispersion. On a parlé d'intervalle de confiance à 95%, mais il y en a d'autres qui existent, qui sont l'écart type et les quartiles par exemple. On doit avoir les valeurs statistiques. Est-ce que les données sont statistiquement significatives? Est-ce que, enfin, le tableau ou la figure doit être référencé dans le texte et les données qui sont présentées ne doivent pas être redondantes avec le texte. On ne doit pas écrire l'ensemble de ce qui est présenté dans les tableaux de nouveau dans le texte, à part un ou deux résultats principaux. Et puis enfin, il y a des choses spécifiques au tableau. Ils doivent avoir une taille raisonnable, les variables doivent être clairement identifiées avec leurs unités et les nombres doivent être présentés de façon identique et regroupée. Par exemple, toutes les variables qualitatives d'une part et toutes les variables quantitatives d'autre part. La figure est présentée avec sa légende. Les axes, s'il y en a, la légende des axes est précisée. Les divisions sont marquées, on a bien une notion de l'échelle, et l'échelle doit être, s'il y a plusieurs figures, doit être la même sur l'ensemble des figures pour éviter les distorsions de lecture, pour bien qu'on se rende compte des différences. Enfin, dans la présentation des résultats, on doit avoir les indices de dispersion. Donc, ces indices de dispersion sont l'intervalle de confiance, on en a déjà parlé. Ce sont également les quartiles. Alors, j'imagine que vous connaissez les quartiles.
Un quartile, c'est ce qui divise une distribution en 4. Les extrêmes, c'est-à-dire le minimum et le maximum, et l'écart type. L'écart type donne une indication sur l'étalement d'une distribution. Donc, je ne vous ai pas mis ici de courbe de Gauss, mais si vous avez une courbe de Gauss qui est haute et étroite, l'écart type est petit. Si vous avez une courbe de Gauss qui est tout étalée, l'écart type est grand, votre distribution est étalée. Et donc, l'indice de dispersion dépend des estimateurs, du type de données que vous avez. Quand vous avez des données qualitatives qui sont présentées sous forme de pourcentage, l'indice de dispersion, c'est l'intervalle de confiance à 95%. Si vous avez une donnée quantitative, si c'est une moyenne que vous présentez, l'indice de dispersion sera par exemple l'écart type. Si c'est une médiane, les indices de dispersion seront les quartiles, le minimum, le maximum. Donc tout ça, ça donne des informations sur la précision des estimateurs qui sont présentés. Donc, est-ce qu'ils sont bien présents avec les estimateurs calculés? Et enfin, les données présentées doivent être présentées avec, quand un test statistique est effectué, sa signification statistique, le fameux petit p. Et alors là, j'attire votre attention sur le fait que le petit p est différent de la quantité de l'effet. C'est-à-dire, vous pouvez, si je reviens au risque relatif ou à l'odds ratio, vous pouvez avoir un risque relatif qui est statistiquement significatif, c'est-à-dire dont l'intervalle de confiance ne comprendra pas la valeur 1. Le petit p sera inférieur à 5%. On dira que le résultat sera statistiquement significatif, mais la quantité de l'effet peut être malgré tout petite. Par exemple, le risque relatif peut être de 1,5 si vous avez un intervalle de confiance qui va de 1,1 à 1,8, par exemple. Donc, ce n'est pas parce que le résultat est statistiquement significatif que la différence observée entre les deux groupes, que la force de l'association est forcément importante. Par ailleurs, ce n'est pas parce que votre résultat est statistiquement significatif qu'il y a une signification clinique. C'est-à-dire une signification statistique n'est pas synonyme de signification clinique. Est-ce que ça aura un sens clinique, ce qui est observé? Enfin, on a vu qu'il faut faire attention au nombre de tests réalisés. Est-ce qu'ils étaient justifiés? Plus le nombre de tests réalisés est grand, plus vous avez de chances d'observer des résultats statistiquement significatifs qui sont en fait liés au hasard. Donc, petit p, je vous l'ai dit rapidement, mais il me semble que c'est une notion que vous devez savoir. Donc le petit p, on a dit, c'est la probabilité que la différence observée le soit par le hasard, alors qu'en réalité, il n'y a pas de différence. Et par convention, dans la plupart des études, on fixe un seuil de significativité à 0,05 ou 5%. C'est-à-dire que si le petit p est inférieur à 0,05, le test est significatif. S'il est supérieur à 0,05, il n'est pas significatif. C'est-à-dire que la différence observée pourrait être due au hasard. Et s'il est entre 5 et 10%, on dit qu'il y a une tendance statistique qui est mise en évidence, mais il n'atteint pas le 0,05, donc le résultat n'est pas significatif. Peut-être que pour obtenir un résultat significatif, il aurait fallu augmenter le nombre de sujets pour augmenter la puissance de l'étude. Alors, comment on interprète ces résultats? Est-ce que les résultats permettent de répondre à la question posée? Il faut revenir à la question. Est-ce que l'explication est rationnelle? Quelle est la validité interne de l'étude? C'est-à-dire, quelle est la fiabilité des résultats? Quelle est la puissance de l'étude? Et est-ce qu'il y a des biais? On va y revenir. Quelle est la validité externe de l'étude? C'est-à-dire, est-ce que ces résultats sont cohérents avec ce qui existe dans la littérature, par exemple? Et s'il y a des analyses en sous-groupe, est-ce qu'elles étaient prévues dans le protocole et argumentées avec un but précis? Ou est-ce que finalement, ça sort du chapeau, qu'on a fait ça a posteriori?
Après l'analyse des résultats, on va s'intéresser à la discussion. Donc, dans la discussion, on va se poser la question des biais et facteurs de confusion. Donc, on va commencer par les facteurs de confusion. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Un facteur de confusion, c'est un facteur qui est associé à l'exposition et à l'événement. Et si vous observez une association entre l'exposition et l'événement, vous n'allez pas savoir si l'association existe vraiment ou si elle est en fait liée au facteur de confusion. Si vous avez recueilli des informations sur le facteur de confusion pour chacun des individus, vous allez pouvoir prendre en compte le facteur de confusion dans l'analyse en faisant une analyse multivariée et ajuster votre résultat sur les facteurs de confusion. Vous pouvez vous passer du recueil des facteurs de confusion si vos groupes sont absolument comparables, c'est-à-dire si vous, par exemple, vous utilisez la randomisation pour essayer de rendre votre groupe comparable, ou si vous faites des analyses par catégorie de population, par exemple, les facteurs de confusion fréquents sont l'âge et le sexe, donc vous faites des analyses par groupe d'âge et par groupe de sexe, ou vous faites un appariement au moment où vous constituez votre étude, c'est-à-dire par exemple dans une étude cas témoin, pour un homme de la tranche d'âge 10-20 ans, vous allez choisir un témoin de la tranche d'âge 10-20 ans. Vous appariez un témoin, à chaque cas, vous appariez un témoin. Les biais, donc les facteurs de confusion, si vous les recueillez, vous pouvez les prendre en compte au moment de l'analyse. C'est différent du biais que vous ne pouvez pas prendre en compte, enfin vous pouvez pas le prendre en compte au moment de l'analyse. Le biais, c'est une erreur systématique qui fausse les résultats dans un sens donné. C'est différent du manque de précision. Un biais, vous tirez toujours à côté et peut-être toujours du même côté, souvent, alors qu'un manque de précision, vous voyez là, vous tirez de façon aléatoire, un coup à droite, un coup à gauche. On différencie 2 grands types de biais, les biais de sélection ou de population et les biais de classement. Là-dedans, il y a tout un tas de sous-biais, vous allez entendre tout un tas de trucs, mais ça revient toujours à ça, biais de sélection ou biais de classement. Certaines personnes parlent de biais de confusion. Alors, de mon point de vue, il ne faut pas parler de biais de confusion. Ce qu'ils appellent biais de confusion, ce sont les facteurs de confusion. Et justement, ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'un facteur de confusion, vous pouvez le prendre en compte dans l'analyse, alors qu'un biais, vous ne pouvez pas le prendre en compte au moment de l'analyse. Une fois qu'il existe, vous ne pouvez plus que le discuter dans la discussion. Donc, au moment où on élabore l'étude, il faut limiter les biais. Et quand vous allez lire un article, il va falloir s'assurer que les biais ont bien été discutés dans l'étude, dans la discussion. Donc, chaque biais, on doit trouver son nom, son sens et le quantifier. Alors, j'essaie de retrouver, alors toujours l'hydroxychloroquine. Dominique Costagliola, c'est une épidémiologiste qui a fait la critique d'un certain nombre d'articles sur l'évaluation de l'hydroxychloroquine dans la Covid. Et donc là, par exemple, dans cette étude observationnelle qui avait été publiée dans le Lancet, qui trouvait un risque accru d'arythmie cardiaque et de décès chez les patients traités par hydroxychloroquine, mais elle mentionnait que l'analyse n'avait pas été stratifiée par pays, alors qu'on sait que le risque de mourir du Covid n'est pas le même d'un pays à l'autre, qui dépend de la population et puis éventuellement du niveau de soins ou de l'organisation des soins. Et donc, c'était un facteur de confusion qui n'avait pas été pris en compte et qui aurait pu être pris en compte par une analyse stratifiée par pays. Et donc, cet article a fait l'objet du coup d'une mise en garde a posteriori. Et il a même été retiré, pardon, de la publication. Dans la discussion et la conclusion, oh là là, j'arrive au bout. Je voulais qu'on fasse un petit exercice, mais on aura des difficultés. Dans la discussion et la conclusion, on va discuter la structure de la discussion. Donc ça, j'en ai déjà parlé au début. La discussion doit commencer par un résumé des principaux résultats, doivent être présentés les points forts et les limites de l'étude, la validité des données et des résultats présentés, une comparaison de données de la littérature, une réponse à la question posée et une discussion de l'implication pour la pratique. Donc, il faudra se poser des questions sur l'ensemble de ces points. Est-ce qu'ils ont été présentés
et discuter. Il faudra essayer de faire la différence entre le point de vue personnel de l'auteur et les données de la littérature, dans la comparaison aux données de la littérature. Enfin, il faudra se poser la question de la pertinence clinique. Est-ce que les résultats qui sont présentés, notamment quand dans les études d'observation, si on souhaite montrer une association entre une exposition et la survenue d'un événement, c'est pas parce qu'il y a une association statistiquement significative qu'il y a forcément un lien de causalité. Pour pouvoir conclure à la causalité, il faut répondre à un certain nombre de critères. C'est un faisceau d'arguments qui permet de supposer qu'il y a un lien de causalité, qui ont été décrits par Bradford Hill. Et donc, il y a des critères internes à l'étude qui sont la force de l'association, qui est ce qu'on mesure en premier, mais aussi, il faut s'assurer de la cohérence chronologique, dont on n'est pas toujours certain dans les études cas témoins. Est-ce qu'il existe une relation dose-effet? Est-ce qu'il y a une spécificité de l'association? Est-ce que si on change d'exposition, ça change quelque chose au résultat? Est-ce qu'on peut reproduire cette étude et retrouver les mêmes résultats? Est-ce que c'est cohérent avec les connaissances actuelles? Est-ce que ça s'explique par exemple par la physiopathologie? Et est-ce qu'on retrouve la même chose avec d'autres facteurs de risque analogues? Est-ce que ça a déjà été montré avec des facteurs de risque analogues? Donc, on va s'interroger. Donc, il faudra se poser la question de la pertinence clinique de ce qu'on observe. Et enfin, il va aussi falloir se poser la question des applications potentielles de ce qu'on vient de lire. C'est-à-dire, certes, les résultats doivent être valides et clairement expliqués. Ils doivent aussi, on va s'intéresser au niveau de preuve de l'étude. C'est-à-dire, on a présenté différents types d'études épidémiologiques tout à l'heure. Toutes les études n'ont pas le même niveau de preuve. Le best-of, c'est l'essai randomisé, contrôlé, en double aveugle. C'est celui qui a le niveau de preuve le plus élevé. Un peu en dessous, vous allez trouver l'étude de cohorte. Vous recueillez des données en prospectif. Vous êtes certain de la qualité des données que vous recueillez, mais il n'y a pas d'intervention. En dessous encore, par exemple, les études cas témoins. Il y a plus de... donc, c'est une étude faite a posteriori. Il risque d'y avoir des biais de sélection, notamment dans le recueil des informations sur l'exposition. Et puis, vous avez d'autres études qui ont des niveaux de preuve plus faibles. Donc, quel est le niveau de preuve? À quels patients les résultats sont vraiment applicables? Quelle est la balance bénéfice-risque? Est-ce que cette étude permet de faire des recommandations? C'est ce type de questions que vous allez devoir vous poser. Est-ce que dans ma pratique, les résultats vont me servir? Qu'est-ce que je peux vraiment en faire? Donc, au final, en pratique, pour une lecture critique d'article, vous allez collecter des informations sur sur tous ces paragraphes de l'article. Et classiquement, on propose deux lectures. Une première lecture rapide, qui est un survol de l'article, et une seconde lecture approfondie, qui va être la lecture critique à proprement parler, où vous allez essayer de retrouver certains points. Mais là, ce qu'on a passé en revue, ça doit vous permettre de vous poser certaines questions sur la façon dont les résultats sont présentés, sur la discussion des biais ou des limites de l'étude, sur est-ce qu'il y a bien un test statistique quand il y a un groupe de comparaison, est-ce qu'il y a bien un groupe de comparaison quand on a cherché à montrer une association. Donc ça, ce sont des notions que vous pouvez avoir à partir de ces données. Et donc, les trois étapes de l'analyse, c'est est-ce que les résultats présentés sont valides? Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce qu'il y a des biais? Quels sont ces résultats? C'est-à-dire, est-ce que la taille de l'effet présenté est importante, en plus d'être significative? Et est-ce qu'ils sont utiles pour ma pratique? Quelles implications ils ont pour ma pratique? Je vais m'arrêter là étant donné l'heure. Vous avez ici, en haut de cette diapo, une vidéo YouTube qui a été faite par le docteur Anna Molto et qui présente des critiques d'articles bien faits et mal faits, et donc qui vous présente quelques exemples
de critique d'articles. Et je veux bien répondre à vos questions, si vous en avez. J'espérais qu'on aurait plus de temps pour les questions. Je suis désolée, je savais que c'était long comme présentation. Merci Marine. Peut-être que je vous ai tous perdus. Merci Marine, c'était très intéressant. On a appris plein de choses ou révisé plein de choses. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il n'y en a pas eu sur le chat, mais est-ce que vous en avez? Est-ce que ça vous a rappelé des choses? Est-ce que vous êtes armé pour la lecture critique d'articles? Après, c'est un sujet vraiment d'actualité, en plus avec toutes les fake news, tout ce qu'on entend. Pas de questions. Je vous ai peut-être effrayé avec la lecture critique d'articles. Anne, tu as une question? Non, c'est une question et un commentaire. Merci Marine pour ce super topo hyper complet et que chacun va réutiliser. Mais c'est vrai qu'il faut le temps de digérer. Et vraiment, j'ai apprécié. La question est, pourquoi tous les reviewers d'articles n'ont pas conscience de tout ça? Et on peut se demander comment ils arrivent à laisser passer des mauvais articles. Alors, à part peut-être dans les revues un peu commerciales qui publient n'importe quoi, ou enfin, je sais pas. C'est étonnant, hein, même le Lancet, oui, hein, retirer Oui, un article, par exemple. Vas-y. Oui, non, alors, non, je ne sais pas répondre à ta question. Mais en plus, il me semble qu'ils ont des grilles de lecture, hein. J'ai présenté des structures de rédaction en fonction de chaque type d'étude et qui permettent de faciliter l'analyse de la lecture de ces articles, hein. Par exemple, Strobe, là, pour les études observationnelles en épidémiologie analytique. On se dit que si on suit toutes les étapes, ça doit être, c'est chronophage, c'est certain, mais ça ne doit pas être si compliqué de pas passer à côté des pièges, ouais. Bah oui, on a envie de dire, si c'est une super revue connue, cotée avec un gros impact factor, on devrait pouvoir se passer d'une lecture critique. Enfin, voilà quoi. Or, c'est pas le cas. Il y a un gros pourcentage d'articles qui soit répondent de travers à une question, soit même ne posent pas la question, de bonnes questions, comme tu l'as dit au début. Ouais. Mais c'est bien de nous rendre indépendants, autonomes, on va dire. Merci. Après, les impact factors, enfin, l'impact factor, c'est un peu un biais aussi, hein, parce qu'après, c'est un cercle. Plus une revue est connue, plus on veut publier dedans, plus elle a un fort impact. Et dans notre domaine, c'est vrai que les revues, elles ont un impact factor un peu moins élevé, mais elles présentent des études quand même très intéressantes. Et puis, tu as aussi les auteurs qui s'autocitent, hein, qui citent leurs propres articles. Oui. Et qui deviennent les plus forts du monde comme ça. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, bon, de toute façon, on mettra le diaporama et l'enregistrement, le replay sur le site internet. Et puis donc, le prochain Café de la Doc, ce sera le 14 décembre pour parler de Zotero, organiser sa bibliographie avec Zotero. Voilà, donc encore un grand merci Marine pour ta présentation très complète et intéressante. Et faites de la pub pour les cafés de la Doc si vous appréciez cette série. Merci à vous.